Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal au sommaire. Nouvelle affaire de drogue au Bénin, 10 présumés trafiquants de drogue dans les mailles de la justice après la saisie de 10 kg d'héroïne à Cotonou. Vous suivrez les explications du procureur de la Criette dans cette édition. Après le dédommagement des sinistrés de Roulakodji, les opérations de démolition des habitats ont démarré hier en présence du préfet du littoral Alain Orun. Et puis en France, les gilets jaunes de retour manifestent aujourd'hui devant le Parlement contre la prolongation du délai du pass sanitaire. Merci pour l'attention. Le 19 octobre, aujourd'hui, donc, marque la journée mondiale de lutte contre le cancer de sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le monde. Reçu sur l'une des précédentes émissions Matin d'Éden, le cancérologue Serpos Dossou nous parle du cancer de sein et surtout de la prévention. Lorsque vous avez un nodule, lorsque vous avez une boule dans le sein, il faudrait que vous veniez à l'hôpital pour vous examiner. Certes, toutes les boules dans le sein ne sont pas des cancers et c'est justement lorsque vous avez une boule dans le sein, vous devez consulter un médecin qui doit vous demander une échographie ou une mammographie. Vous typez cette boule et après, si l'imagerie montre que cette boule est suspecte, alors vous devez passer à une biopsie, c'est-à-dire après une petite lésion, une petite carotte de cette boule pour analyser, pour faire l'examen anatomique pathologique. Les facteurs de risque, nous les classifions en 3 groupes. Il y a les facteurs de risque hormonaux, les habitudes de vie et les facteurs de risque génétiques. Les facteurs de risque hormonaux sont à peu près les ménopauses tardives, c'est-à-dire au-delà de 55 ans, les femmes qui font leur ménopause au-delà de 55 ans sont à risque de faire des cancers du sein, ou les filles qui ont des règles précoces avant 11 ans. Quand nos filles, aujourd'hui on a des enfants qui poussent comme des champions, mais dès qu'elles ont les règles avant 11 ans, c'est un facteur de risque plus tard pour qu'elles fassent un cancer du sein. Et lorsque vous avez la nulliparité, les femmes qui ne font pas d'enfants sont à risque de faire le cancer du sein, et ou soit les femmes qui font d'enfants à un âge plus élevé, au-delà de 36 ans, c'est un facteur de risque, ou les femmes qui n'allaitent pas. Ça, ce sont les facteurs hormonaux qui sont des facteurs de risque pour le cancer du sein. Le cancer du sein, on parle souvent de 3 aspects de la prévention. La prévention, elle est primaire, elle est secondaire, elle est tertiaire. La prévention primaire, c'est tout ce qu'il fait pour éviter les facteurs de risque. Donc, éviter l'alcool, faire du sport. Ça, c'est de la prévention primaire. Tout ce qui va pour éviter les facteurs de risque. La prévention secondaire, c'est le dépistage précoce. L'autopalpation mammaire et l'échographie pour les femmes en moins de 18-25 ans et la mammographie pour les femmes après 30 ans. Ça, c'est la prévention secondaire. La prévention traitée, c'est le traitement du cancer quand le diagnostic. Agent de police républicaine et des eaux, forêts et chasse en prison dans une affaire de trafic de drogue. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, était hier face aux hommes des médias pour apporter des précisions sur cette nouvelle affaire de 10 kg d'héroïne qui défraie la chronique. Suivez un extrait de sa déclaration. Le mardi 12 octobre 2021, peu après 15 heures, le sieur Touré Abdelkader a été interpellé au quartier Toplébé, dans le 1er arrondissement de Cotonou, en compagnie de 3 autres personnes, par l'Office central de répression du trafic illicite de drogue et précurseurs, au CERTID. L'intéressé, arrivé à Cotonou 1 heure plus tôt, par le vol Rwandair en provenance d'Afrique du Sud, et porteur d'une valise, la remettait au nommé Madouka Ouké lorsqu'il a été mis aux arrêts. La fouille de cette valise a permis d'y découvrir, caché dans les différentes parois, cet emballage d'une poudre blanchâtre d'un poids total de 10 kg 500 g. À l'analyse de cette substance, il s'est avéré qu'il s'agissait de l'héroïne. Des aveux des sieurs Touré et Madouka, ainsi que de l'exploitation des différents éléments de preuve collectés, il est apparu que ceux-ci ont bénéficié de la complicité des fonctionnaires de police et des eaux et forêts en service à l'aéroport international de Cotonou. Ces fonctionnaires, au nombre de 6, ont curieusement déserté leur poste de travail à l'atterrissage du vol ce mardi 12 octobre 2021
Ils ont, par conséquent, tous été interpellés. Au total, 10 personnes impliquées dans ce trafic ont été inculpées, sachant que le destinataire final du produit, ainsi que les autres membres de ce qui apparaît comme un réseau organisé, ont été d'ores et déjà identifiés et font l'objet d'une recherche active. Cette nouvelle procédure intervient 2 semaines après la saisie record de 2 tonnes 500 kg de cocaïne dans un entrepôt à Ekwe, et pour laquelle 12 personnes, dont des membres très influents d'un cartel utilisant l'Afrique de l'Ouest comme point d'expédition de grandes quantités de drogue vers l'Europe, ont été inculpés et placés en détention provisoire. À l'ouverture de l'enquête, il est apparu que certains d'entre eux étaient recherchés par les autorités judiciaires de plusieurs pays européens. Il faut préciser que jusqu'à leur arrestation au Bénin, ces individus avaient toujours réussi à passer les mailles de la traque policière. Dans le même registre, arrêté depuis le 18 juillet dans l'affaire dite Owolobel, les 8 ministres de l'empereur des Ogboni ont fait l'objet d'une réquisition ce matin au tribunal de première instance de Cotonou. 3 ans ferme et une amende de 200 000 francs CFA ont été requis contre les prévenu par le procureur Jules Aroga, représentant le ministère public. Soulignons également que l'empereur poursuivi sans mandat de dépôt n'a pas été dans le viseur du ministère public pour n'avoir pas participé à la bastonnade. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis ce journal se poursuit. Le préfet du département du Littoral a fait hier matin une descente dans le quartier Khouakodji. Objectif, procéder au lancement des opérations de libération de la zone côtière de Khouakodji à Cotonou. Le point, c'est avec Samson Oké. Déploiement de bulldozers à Khouakodji avec une forte délégation des autorités préfectorales encadrée par un important détachement des éléments de la police républicaine. Objectif, procéder à la libération de ce site qui va bientôt abriter des infrastructures modernes. Une opération qui fait suite à la phase de relogement des sinistrés. Vous avez eu le privilège de participer avec nous, avec le préfet du département de Lomé, le directeur général de l'ANDF et les autorités municipales de Sebekodi, à la remise du chèque symbolique de 5 millions de francs CFA à chaque ménage recensé ici à Khouakodji et la remise de fiches, on ne va pas dire de recasement, mais d'attribution de terrain de 200 mètres carrés à chacun des ménages recensés ici à Khouakodji. Une fois que nous avons libéré, que nous avons relogé, il n'y a pas de raison que le site prenne des vacances. C'est ce qui explique que ce lundi, bien que ce soit un jour férié, la police républicaine, le préfet, qui accompagne le préfet, se déploie sur le site et fasse le ménage. Que deviendra alors ce quartier de Cotonou, autrefois jonché de bidonvilles, de ghettos, mais aussi de bâtiments à matériaux définitifs après cette étape de libération? On aura donc un site qui intègre le programme de restructuration et de modernisation du centre administratif et commercial de Gari. Et donc la modernisation de cette cité qui, par exemple, peut recevoir une infrastructure moderne, une cité nouvelle, avec vue sur la lagune et sur la mer. Vous savez que juste en face de nous, il y a le programme Corniche Est de Cotonou, qui part du pont pour atterrir au PLM Aledjo, où nous devons recevoir un réceptif hôtelier de grand standing. Donc c'est la modernisation du pays. C'est le département de Lomé, dans la commune de Sebekodi, qui a accueilli les populations touchées par ce projet d'aménagement et de modernisation de Khouakodji. Diplomatie béninoise, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi, a pris part à la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie le jeudi et vendredi dernier. En marge des travaux de cette session, le ministre a eu des rencontres bilatérales avec ses homologues du Nigeria, de l'Éthiopie, du Gabon et le président de la Commission de l'Union
africaine. Avec son homologue de la République fédérale du Nigeria, Geoffrey Onyeama, il a été question des voies et moyens en vue de l'accélération des actions en cours destinées à créer le cadre juridique de renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Hors de nos frontières à présent, les Gilets jaunes appellent à manifester devant le Parlement français aujourd'hui contre la prolongation du pass sanitaire après le 15 novembre. Une mesure examinée aujourd'hui par les députés des débats qui s'annonce houleux. Plus de détails avec nos confrères de RT France. C'est la mesure phare de ce nouveau projet de loi appelé vigilance sanitaire, la prolongation du pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Cette mesure devait initialement prendre fin le 15 novembre prochain, mais le gouvernement veut, je cite, éviter à tout prix une nouvelle vague de Covid-19 qui pourrait venir saturer les hôpitaux en plein hiver. C'est ce qu'a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran. L'exécutif aimerait prolonger par la même occasion l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Il permet notamment au gouvernement de recourir si nécessaire à une batterie de mesures présentées comme une boîte à outils, confinement, couvre-feu par exemple, mais aussi restrictions de circulation. Avec ce texte vigilance sanitaire, le gouvernement entend aussi se prémunir de tout procès en impréparation en cas de nouvelle vague de Covid-19 et surtout en période de campagne électorale. Ce texte, il divise jusqu'au sein de la majorité. Preuve en est avec cet amendement présenté par le député LREM, Pacôme Rupin, un amendement qui prévoit de réserver l'usage du pass sanitaire aux départements dont le taux d'incidence dépasse les 50 cas pour 100 000 habitants. Il a été voté en commission des lois, mais cette initiative sera probablement retoquée dans l'hémicycle cet après-midi. Sachez que plus de 380 amendements ont été déposés pour cette première lecture qui risque d'être tendue, a pronostiqué un député LR. Vigilance sanitaire est le 10e texte consacré à la crise sanitaire depuis mars 2020, sur lequel vont donc se pencher les députés cet après-midi à partir de 15h. Discussion au sommet depuis ce matin à Moscou entre la Chine, la Russie et le Pakistan. Une rencontre à laquelle les États-Unis ne participent pas. L'émissaire américain quitte sa fonction en Afghanistan aujourd'hui. Les détails avec nos confrères de RT France. Une importante délégation de talibans est attendue à Moscou ce mercredi 20 octobre. Mais dès ce mardi, des représentants de la Russie, du Pakistan et de la Chine vont commencer à aborder l'épineuse question de l'Afghanistan. Les États-Unis étaient également conviés à cette réunion, mais ils ont finalement choisi de ne pas être représentés. L'objectif de cette première réunion est d'aboutir à une position commune concernant l'Afghanistan et surtout l'attitude à adopter face au nouveau pouvoir en place à Kaboul avant de discuter directement avec les talibans ce mercredi. Vladimir Poutine, même s'il ne participe pas à ces échanges, en a évoqué les enjeux il y a quelques jours. Il faut néanmoins soutenir la réconciliation interafghane et viser la normalisation de la situation dans le pays. Nous pouvons tous favoriser la relance de la Troïka élargie. Je vous prierai de soutenir ceci. Je veux parler de la Russie, des États-Unis et de la Chine avec la participation du Pakistan et également le format de Moscou qui réunit les pays clés de la région, notamment ceux d'Asie centrale. Nous nous préparons à avoir des réunions dans le cadre de ces mécanismes-là très prochainement, dès octobre. Lors de ces pourparlers, il sera par exemple question des conditions de la reconnaissance du nouveau pouvoir en place à Kaboul. Les différents pays participant à cette réunion s'inquiètent également des ambitions du groupe État islamique en Afghanistan et des risques de contagion aux pays voisins. Sur le terrain en Afghanistan, les talibans renforcent la sécurité après 2 attentats ayant causé plus de 120 morts. Des attentats réclamés par le groupe État islamique au Khorasan. Dans le même temps, la plus grande prison du pays ouvre à nouveau ses portes. Des talibans armés contrôlent les voitures circulant près d'une mosquée chiite de la capitale afghane. Une présence aux abords des centres religieux pour tenter de rassurer des fidèles inquiets.
La question actuelle de l'insécurité préoccupe tous nos fidèles. Ils sont inquiets. Lors de 2 vendredis consécutifs, nous avons été pris pour cible dans les mosquées avec de lourdes pertes. Nous demandons à l'Émirat islamique de faire de sérieux efforts pour sécuriser les mosquées et les centres religieux. Le 15 octobre, un attentat suicide dans une mosquée chiite de la ville de Kandahar a fait une 60aine de morts et des dizaines de blessés selon des sources religieuses. Une attaque survenue 1 semaine exactement après un autre attentat suicide contre un bâtiment religieux de la même obédience, cette fois-ci à Kunduz, dans le nord-est du pays. 2 attaques revendiquées par le groupe État islamique au Khorasan et qui ont fragilisé la promesse des talibans d'assurer un retour à la sécurité dans le pays. Oui, nous avons peur parce que ces dernières années, les terroristes du groupe État islamique ont un objectif spécifique et général. La cible générale étant l'ensemble de l'Afghanistan et la cible spécifique, le peuple chiite. Les autorités talibanes ont donc décidé de réagir en déployant des combattants au sein même des mosquées. Lorsque l'Émirat islamique a pris le contrôle de Kaboul, il a pris des mesures pour la sécurité de nos frères chiites. La situation actuelle n'est pas mauvaise, mais certains accidents se sont produits. Nos combattants seront obligés d'être dans toutes les mosquées et nos frères chiites ne s'inquiéteront pas de l'insécurité. Si Dieu le veut, cette mesure ne va pas durer et elle disparaîtra dès que possible. Nous nous débarrasserons rapidement de cette tragédie. Nous donnerons bientôt de bonnes nouvelles au peuple afghan et en particulier à nos frères chiites. Le projet du groupe État islamique est bientôt terminé. Ces derniers jours, plusieurs opérations contre des cellules de Daesh ont été effectuées par les talibans, qui ont également annoncé la création d'une unité spéciale. L'État islamique au Khorasan, groupe sunnite rival, se présente comme le seul garant d'une vision rigoriste de l'islam. Selon les Nations Unies, ces effectifs seraient compris entre 500 et plusieurs milliers en Afghanistan. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.